aborder un sujet qui, généralement, ne fait pas plaisir à tout le monde. C'est le sujet un petit peu difficile pour les futurs chefs d'entreprise, la comptabilité et finances. Alors, donc, je me présente, je suis juste Vanessa Confiac, consultante formatrice au sein de la team Créactif. Et donc, nous allons voir pour effectivement sur cette partie base de la comptabilité, nous allons voir un petit peu le rôle de la comptabilité, les principaux documents comptables que doit maîtriser un chef d'entreprise, hein, le bilan, compte de résultat, le plan de trésorerie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser bien sûr le chat. Du coup, et bien entendu, je répondrai aux questions après le mini quiz. Donc, c'est parti, nous allons voir le rôle de la comptabilité. Alors, ça tombe bien, en ce moment, nous sommes dans la période, nous avons reçu, je ne sais pas si vous avez regardé, mais nous avons reçu en ligne notre déclaration d'avis d'impôt sur le revenu, donc notre déclaration de revenus, qui est à rendre pour le mois de juin. Ça, c'est nous en tant que particuliers. Pour une entreprise, c'est pareil. Il y aura un formalisme, des formulaires à remplir pour déclarer les bénéfices réalisés par l'entreprise pour que cette entreprise puisse payer l'impôt. Donc, ce formalisme, c'est quoi? Ce sont des documents particuliers, le bilan, le compte de résultat, des annexes, tout ça regroupé en un seul tas qu'on appelle l'alias fiscal. Donc, l'alias fiscal va regrouper le bilan, compte de résultat, et c'est ce qui va permettre, c'est ce que le chef d'entreprise doit remettre au centre des impôts, et effectivement, ce qui va permettre à l'administration fiscale de contrôler et de vérifier effectivement les flux financiers de chaque entreprise et de percevoir l'impôt pour les entreprises. Alors, comment on arrive à ces documents, cette liasse fiscale? Eh ben, on va partir depuis le tout début. Donc, le tout début, c'est que nous avons notre entreprise qui aura effectivement un environnement dans lequel elle interagit avec les clients, avec les fournisseurs. Elle a comme partenaire la banque. Un autre partenaire qui vous imposait, vous n'avez pas le choix, l'administration fiscale. D'autres partenaires, les sociétés. À l'intérieur, en interne de l'entreprise, il y aura effectivement des salariés, éventuellement des associés, et puis vous avez au centre le chef d'orchestre qui est le chef d'entreprise. Et donc, cette entreprise va émettre effectivement des opérations effectivement de vente, d'achat, qui se traduit par des flux financiers. Donc, ces informations brutes, on transmet une copie à l'expert comptable qui va les saisir dans un logiciel approprié. On appelle ça la saisie d'écriture comptable. Et donc, une fois que ces opérations sont retransformées en langage comptable, ça va donner à la fin, effectivement, les informations adaptées, l'alias fiscal dont je vous parlais, bilan, compte de résultat. Alors, petite précision, pour cette partie comptabilité, cette transformation, le chef d'entreprise peut faire appel à un expert comptable dont c'est le métier que de transformer à partir des factures, des notes de frais, bulletins de salaire, donc transformer en langage comptable ces opérations. Mais également, le chef d'entreprise peut le faire lui-même, à condition qu'il maîtrise la comptabilité, qu'il maîtrise ce langage. Donc, la loi nous dit soit le chef d'entreprise maîtrise la comptabilité et peut faire lui-même cette transformation et donc retransmettre bilan, compte de résultat, soit le chef d'entreprise n'a pas le temps, ne maîtrise pas, plus occupé à développer son activité, il confie ça à un expert comptable. Attention, le mot expert comptable différent de comptable. Expert comptable, donc c'est une personne qui a passé un diplôme DECF, justement, qui lui permet d'auditer les comptes. L'administration fiscale a permis à ces titulaires de ce diplôme d'auditer les comptes des entreprises. Alors que le comptable, tout simplement,
C'est quelqu'un qui fait juste de la saisie, mais qui n'est pas habilité à auditer les comptes. Donc faites bien attention, c'est l'expert comptable. Hop, donc revenons sur notre liasse fiscale. Eh ben, j'ai dit tout à l'heure dans la liasse fiscale qu'il y avait le bilan, compte de résultat. Donc nous allons voir ces principaux tableaux qui reviennent systématiquement dans la vie du chef d'entreprise. On commence par le premier, le bilan. Donc souvent, on vous dit le bilan, pour ceux qui ont fait de la comptabilité, en tous les cas à l'école, on vous dit le bilan, c'est une photographie à une date donnée du patrimoine de l'entreprise. Alors, une définition un petit peu plus simple du bilan, le bilan va représenter la valeur de l'entreprise, la valeur au sens patrimoine. Qu'est-ce qu'elle possède, cette entreprise? Elle possède des choses de valeur qu'elle a acquises. Et donc, ce patrimoine, cette valeur au sens patrimonial, elle est symbolisée par un côté, le côté bleu que vous voyez, l'actif. Les actifs d'une entreprise, donc les éléments que possède une entreprise. On va retrouver les biens matériels, immatériels. Attention, il y a des conditions. Il faut que les biens matériels, immatériels soient d'une valeur supérieure à 500 € hors taxe et qu'ils soient effectivement détenus en pleine propriété par l'entreprise. Donc, un exemple, louer un véhicule, bah, l'entreprise n'est pas propriétaire, elle loue le véhicule, l'entreprise n'est pas propriétaire, on ne peut pas rentrer le véhicule loué par cette entreprise dans le bilan. Je rappelle, hein, donc dans le bilan, on parle des éléments de patrimoine, de propriété. Donc, on a dit les biens matériels, immatériels. On va avoir aussi les stocks, on va aussi avoir les créances, c'est-à-dire l'argent qui est dehors, notamment quand on a des clients qui payent un petit peu plus tard. Contrairement aux particuliers, les clients professionnels, il y a toujours des délais de paiement, effectivement, et donc il se peut qu'au moment de faire le bilan, eh ben, les clients doivent de l'argent. On appelle ça donc les créances. Et aussi, bien entendu, dans l'actif, on va retrouver les liquidités, c'est-à-dire l'argent disponible sur le compte bancaire de l'entreprise et les espèces détenues en caisse. Tout ça, je l'ai symbolisé par l'actif, le côté bleu. Bien entendu, pour avoir ces éléments, il faut un autre côté, il faut que l'entreprise ait des ressources financières. Ces ressources financières, c'est ce qu'on appelle le passif, côté droit et en rose. Donc, sur le passif, nous avons les ressources financières internes à l'entreprise. Internes à l'entreprise, on va parler des capitaux propres et notamment le capital de départ à la naissance de cette entreprise, mais aussi tous les bénéfices générés par l'activité et réintégrés, réinjectés dans l'entreprise. Ça, c'est la partie des capitaux propres. Les ressources externes, eh ben, nous aurons effectivement des ressources financières externes, par exemple les crédits, les emprunts. L'entreprise, j'allais dire, pour sa création ou pour se développer, l'entreprise fait appel à la banque et et fait un emprunt bancaire. Cet emprunt bancaire va se situer au niveau du passif. Heu, Nous avons aussi d'autres éléments, par exemple les fournisseurs. Quand les fournisseurs accordent des délais de paiement, en gros, ben, le fournisseur dit à un chef d'entreprise: «Tu as acheté ma marchandise, tu ne paies pas comptant, tu paieras plus tard». C'est comme faire un crédit, en fait. Et ben, effectivement, les délais de paiement accordés par les fournisseurs, il se peut qu'au moment de faire le bilan, l'entreprise doit de l'argent aux fournisseurs. On appelle ça les dettes fournisseurs. Ça se place également du côté du passif. De telle sorte que, attention, ce sont les ressources financières internes et externes qui ont permis d'acquérir le patrimoine. Et donc, si je dis que le patrimoine d'une entreprise au 31 décembre 2020 est de 100 000 euros, ça veut dire que cette entreprise a eu des ressources financières de 100 000 euros.
Nous avons une égalité entre l'actif et le passif. Reprenons un exemple chiffré. Alors, un exemple de premier bilan. Donc là, il se trouve que, l'entreprise, elle a peut-être 2 mois d'existence et pour des raisons X ou Y, on fait un premier bilan. Donc là, si on retrace le parcours, l'historique, hein, une petite histoire, on va partir sur le capital. L'entreprise est née avec un capital de 30 000 euros. Il y a eu un emprunt de 8 000 euros. Donc l'entreprise démarre dans la vie avec 38 000 euros. Avec les 38 000 euros, elle fait des investissements qu'on appelle en langage comptable immobilisation. Donc, acheter des machines, du matériel informatique, du matériel de bureau, déposer une caution. Tout ça, ce sont les immobilisations pour 12 000 euros. Il n'y a pas que ça. L'entreprise, effectivement, achète un premier stock. Nous voyons effectivement en stock qu'il y a en stock au bout de 2 mois d'existence pour une valeur de 10 800 euros. Quand on regarde les stocks, il faut automatiquement porter le regard sur les fournisseurs. Dette fournisseur, 5 400. Ça veut dire qu'une partie du stock a été payée comptant, mais une autre partie est due au fournisseur. Effectivement, au bout de 2 mois, l'entreprise doit au fournisseur 5 400 euros. L'entreprise en question a vendu. Comment je sais qu'elle a vendu? Je vois la ligne créance client. Donc moi, ce que je vois dans le bilan, c'est qu'elle a vendu et que effectivement les clients doivent 16 000 euros. Et on termine la lecture effectivement du bilan par les bénéfices. Donc les bénéfices issus de l'activité, vente moins dépenses, c'est ça le bénéfice pour 2 000 euros. Et il reste sur le compte bancaire de l'entreprise 6 600 euros que vous voyez en ligne trésorerie. Et donc, au total, côté actif, j'ai le total actif 45 400. Côté passif, j'ai effectivement 45 400, ce qui me fait dire que la valeur de l'entreprise est de 45 400, notamment par rapport au départ, hein, par rapport aux 30 000 injectés au capital. Donc ça, c'était le premier document, le bilan. Le bilan, attention, c'est un document de fin d'année. Donc l'entreprise existe, il y a eu 12 mois d'activité, effectivement, c'est en fin d'année. Quand on est en phase de création d'entreprise, on va utiliser un document qui ressemble au bilan, mais qu'on appelle plan de financement. Donc, justement, ce plan de financement va être utilisé dans la construction du prévisionnel financier. Côté gauche, à la place d'actifs, on va dire besoin. Côté droit, à la place de passif, on va dire ressources. Et donc, côté gauche, dans les besoins, on va retrouver les investissements de départ, les immobilisations, le stock de départ et une réserve de trésorerie, tout simplement une marge de manœuvre pour l'entreprise. Et enfin, côté droit, on aura au niveau des ressources le capital de départ, 30 000, les prêts d'honneur. Vous avez entendu Leïla citer effectivement ces prêts à taux zéro qui peuvent servir d'aide financière à la création d'une entreprise et l'emprunt de 8 000 euros. Donc, la particularité, le total ressources de 38 000, total besoin de 31 400. Alors, on peut faire l'égalité sur un plan de financement, ça ne gêne pas, on est d'accord, le plan de financement est extrait du bilan. Et le bilan est équilibré, actif égale passif. Ceci dit, généralement, le plan de financement s'adresse au banquier et le banquier a tendance généralement à vouloir voir plus de ressources que de besoins. Et comme effectivement vous sollicitez pour peut-être la mise en place de votre entreprise l'aide du banquier, un prêt bancaire, si le banquier vous dit moi je veux voir plus de ressources que de besoins pour vous prêter de l'argent, vous allez vous exécuter. Donc ce qui explique que là, on a
un document un petit peu déséquilibré. Les ressources sont supérieures aux besoins. Donc voilà pour le bilan et le plan de financement. On va passer au deuxième document, le compte de résultat, qui est lui plus facile à appréhender que le premier. Donc le compte de résultat ne s'intéresse qu'à l'activité de l'entreprise. Dans l'activité de l'entreprise, on va mettre les produits, c'est-à-dire les ventes de marchandises, de prestations de services ou les ventes de produits que l'on a fabriqués. Ça, ce sont les produits. Et de l'autre côté, en rose, les charges, donc les dépenses au quotidien de cette entreprise. Dans les exemples de dépenses, assurance, électricité, téléphone, les déplacements, etc. Donc, le compte de résultat est hors taxe, tout comme le bilan, il s'exprime hors taxe. Et à la fin de l'année, on fait produit moins charge pour savoir et déterminer le résultat. Soit le résultat est un bénéfice, et donc s'il y a un bénéfice, il y a taxation, c'est-à-dire l'impôt, soit le résultat est une perte, et donc là, pas de taxation, pas d'impôt à payer. Un exemple chiffré, nous avons donc sur notre document le compte de résultat, un chiffre d'affaires que vous voyez hors taxe à 180 000 euros. Et puis, nous avons un total de charges en rose à 160 000 euros. Ce total de charges, pour les charges, nous l'avons découpé en plusieurs rubriques. Les rubriques que vous voyez en gras, vous avez les rubriques achats hors taxe, charges externes hors taxe, impôts et taxes, salaires, rémunération, charges sociales, charges financières, etc. En fait, ce sont les rubriques du plan comptable. Donc, nous avons rangé les opérations selon le plan comptable. Donc, la partie des achats fait 50 000 au total, la partie des charges externes, 44 000, impôts et taxes, donc c'est les petites taxes, ce n'est pas l'impôt final, attention, hein, ce sont les petites taxes que l'entreprise devra régler, comme les cotisations, la cotisation foncière d'entreprise, ancienne taxe professionnelle, pour ceux qui j'allais dire, s'en rappellent. Autre taxe, par exemple, on est un café, on met la télévision ou la musique. Ben, la musique, on va payer la SACEM. Et pour mettre la télévision et notamment les chaînes de télé, l'entreprise paiera la redevance audiovisuelle. Salaire, rémunération et charges sociales, 58 400. Charges financières, 600. Dotations, amortissements, 4 000. Nous avons un total de charges de 160 000. Produit moins charge, chiffre d'affaires 180 000 moins un total de charges de 160 000, ça nous fait 20 000 de résultats. Ces 20 000, il s'avère que c'est un bénéfice. Et donc là, la société va payer un impôt. Vous voyez que la société paye 3 000 euros d'impôt sur les bénéfices. Donc les 3 000 en question correspondent à 15% de 20 000 en fait. Donc 15% de 20 000, ça fait 3 000. Résultat net comptable, 17 000. Voilà ce que l'on déclare à l'administration fiscale. Donc, sur cette année-là, l'entreprise a eu un résultat net de 17 000 et doit verser 3 000 euros d'impôts. Dernière petite ligne, effectivement, les 17 000, c'est le résultat officiel. On rajoute à ces 17 000 la dotation aux amortissements de 4 000. On a 21 000. C'est ce qui nous donne résultat net plus dotation aux amortissements, la capacité d'autofinancement. Ça, c'est le résultat réel de l'entreprise. Petite particularité, la dotation aux amortissements, c'est une aide indirecte. La mesure, en fait, ça mesure l'usure du matériel investi par l'entreprise et c'est une petite aide indirecte, ce n'est pas une vraie dépense. C'est pour ça qu'à ce résultat net, on rajoute ces 4 000 et ça nous donne le résultat réel de l'entreprise, 21 000. Donc voilà pour le compte de résultat. On va passer, bien sûr, petite chose, effectivement,
le résultat de l'entreprise qui a été déterminé, on va le réinjecter généralement du compte de résultat. Ce résultat, on va le réinjecter au bilan au niveau du passif, au niveau des fonds propres de l'entreprise. Le troisième tableau essentiel, c'est un outil. Alors plutôt qu'un document comptable et j'allais dire nécessaire pour l'administration fiscale, le troisième tableau qu'on appelle le plan de trésorerie, c'est plutôt un outil de gestion pour le chef d'entreprise. Donc le plan de trésorerie va retracer tout ce qui est encaissement et décaissement sur le compte bancaire de l'entreprise. Et on va parler de recettes et effectivement de dépenses et on va dire un solde. Le plan de trésorerie, c'est le seul document qui s'exprime en TTC, justement, où on tient compte de la TVA. Ce plan de trésorerie, contrairement aux deux autres, donc il est par mois, il est sur 12 mois, alors que le bilan est sur un an, le compte de résultat sur un an, le bilan et le compte de résultat sont hors taxe, le plan de trésorerie s'exprime en TTC. Dans les recettes, si je commence par les recettes, dans les recettes, on va avoir les ressources de départ qui correspondent au bilan et plan de financement en TTC, mais on va aussi avoir les encaissements du chiffre d'affaires qui correspondent au compte de résultat. De l'autre côté des dépenses, en rose, nous allons voir effectivement les dépenses initiales qui correspondent au bilan plan de financement en TTC, donc les investissements de départ, et aussi les dépenses décaissées liées au compte de résultat, c'est-à-dire l'assurance, les prélèvements d'assurance, prélèvements téléphone, etc. À la fin du mois, nous aurons un solde, recettes dépenses du mois, et bien sûr un solde cumulé en fin de mois. Alors, ça va être plus parlant si je vous montre un exemple chiffré. Donc, notre entreprise qui a démarré en janvier avec un capital de 30 000 euros, un emprunt de 8 000 euros, tout ça, on les retrouve dans la partie des recettes hors exploitation, c'est-à-dire référence au bilan plan de financement. Vous remarquez dans la partie recettes d'exploitation, l'encaissement du chiffre d'affaires TTC, l'entreprise ne commence à encaisser son chiffre d'affaires qu'à partir du mois de mars. En janvier et février, elle n'encaisse pas. Donc, reprenons depuis le début. Notre entreprise part avec, en janvier, 38 000 euros. Au niveau des dépenses, on va retrouver les investissements de départ. Les 12 000 euros hors taxe, en fait, ça va être 14 400 euros TTC. Ensuite, nous aurons les dépenses d'exploitation, donc 10 160, les salaires, la rémunération du dirigeant, etc. Nous avons pour un total de dépenses de 27 366. 38 000 moins 27 366, ça nous fait pour le mois 10 634. Solde à la fin du mois, au 31 janvier, en rose, l'entreprise a sur le compte bancaire 10 634 euros. En février, on repart avec les 10 634, sauf qu'en mois de février, il n'y a pas de chiffre d'affaires encaissé. Par contre, il y a toujours des dépenses. On commence à rembourser l'emprunt et on a effectivement les dépenses, charges externes, les salaires, etc. Donc là, au mois de février, on sort pour 7 352. Compte tenu de notre solde précédent de 10 634, à la fin du mois de février, au 28 février, il reste 3 282 euros sur le compte bancaire de l'entreprise. Je refais pareil pour le mois de mars, je repars avec 3 282. On encaisse cette fois-ci 12 054, les clients règlent 12 054 euros TTC, et on a toujours cette série effectivement de dépenses. On a pour dépenses 14 462. Donc, entre les rentrées d'argent et les sorties d'argent, nous avons un différentiel de 2 408. Si je fais le solde à la fin du mois, eh bien, en tenant compte du solde de février qui était de 3 282,
À la fin du mois de mars, il ne reste plus que 874 € sur le compte bancaire. Donc là, le plan de trésorerie, c'est véritablement un outil de gestion pour le chef d'entreprise. On peut pardonner à un chef d'entreprise qu'il ne maîtrise pas le bilan, le compte de résultat, ce sont des documents comptables. S'il s'y connaît pas trop, c'est pas trop grave. En revanche, on ne pardonne pas à un chef d'entreprise de ne pas savoir combien il y a sur le compte bancaire de l'entreprise, de ne pas anticiper les rentrées d'argent ou effectivement de ne pas anticiper les sorties, les sorties d'argent et d'éviter effectivement les découverts. Voilà à quoi va servir le plan de trésorerie. Pour ces 3 principaux, documents, on va effectivement se mettre sur Kahoot pour faire le petit quiz et ensuite je vais, répondre aux, différentes questions. J'ai vu, le chat à chaque fois, s'éclairer. Oui, je pense qu'il y a, pas mal de questions. Voilà, donc le code PIN est 16232. Donc j'attends des participants. Vanessa, est-ce que tu peux couper le son, Oui, bien s'il te sûr. plaît? Oui. Yaourt. Merci. Alors attends, je pousse le hop, voilà. Non, c'est là. C'est sur l'onglet. C'est bon, je Quand l'ai. tu vas sur l'onglet. Hop, voilà, parfait. Donc, oula. Alors, tout le monde n'est pas obligé de participer, mais je vois que ouf, vous êtes extrêmement rapide, hein. Au moins, voilà, 93, 15. J'attends encore quelques instants et ensuite on démarre le quiz. On vient de passer la barre des 100. Voilà, on a dépassé la barre de 100. C'est parti, nous sommes à 104 personnes. C'est parti. Hop. À quoi sert la comptabilité, d'après vous? Alors, le rouge, c'est alimenter le centre des impôts. Bleu, pas grand-chose. Jaune, retracer les flux financiers d'une entreprise. Et vert, mieux gérer l'entreprise. Allez, attention. Donc, il me semble qu'il y a plusieurs réponses possibles, Vanessa, c'est ça? Oui, il y a plusieurs réponses possibles. Mais en fait, ils peuvent en choisissant une, ils ne peuvent choisir qu'une réponse. C'était effectivement ou vert ou jaune, retracer les flux financiers d'une entreprise ou mieux gérer l'entreprise. Je pense que ceux qui ont cliqué sur le rouge, alimenter le centre des impôts, je pense que c'était ironique. Oui, oui, effectivement. J'allais dire, c'est pas faux non plus. Mais bon, vu que le particulier aussi paye des impôts, voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Ouh, donc Célim a été le plus rapide. Ensuite, Louise, Julia, Nicolas et Clara. Question suivante. Vrai ou faux? Le bilan fait partie des principaux documents comptables. Vrai ou faux? Là, vous êtes 104. Je veux 104 réponses. Donc, Et si vous pensez que c'est vrai, vous cliquez sur le bleu. Si vous pensez que c'est faux, sur le rouge. c'est vrai, effectivement. Le bilan fait partie des principaux documents comptables. C'est vrai. Et on a eu 104 réponses. Plus On a eu 5, 104 réponses. 109. Après, je ne sais pas d'où viennent les 5, voilà, peut-être des gens qui sont connectés un En petit cours peu. de route, ouais. C'est ça. Alors, dernière question. Attention, ce n'est pas un quiz, c'est juste un sondage. Donc, ça ne rapporte pas de points. Hop. Céline toujours en tête, toujours le plus rapide. Nicolas passe en deuxième, Barbara troisième, Clara en, quatrième position et Louise cinquième position. Donc, le petit sondage, voilà. Suite à cette conférence, pour vous, la comptabilité, c'est quoi?
c'est toujours aussi incompréhensible en rouge. Super génial, les chiffres, j'adore. Le comptable qui va s'en occuper, en orange, un peu plus clair. Vous êtes 110 par 6 un petit peu plus clair, le comptable va s'en occuper. Ah ouais, quand même, hein, toujours aussi incompréhensible. Bon, c'est sûr que là, ça a été effectivement un petit peu vite, hein. C'est vrai que 20 minutes pour expliquer les principaux documents comptables, ça paraît court. C'est pour ça que nous avons effectivement nos formations. Donc, si je vais voir, donc, normalement, hop, au niveau du podium, troisième position, Barbara. Deuxième position, Nicolas. Première position, Céline. Félicitations à vous trois. Et enfin, effectivement, quatrième et cinquième, Clara et Louise. Félicitations. Bon, du coup, hop, je coupe le son, puisque maintenant c'est... Voilà. Et je vais passer aux questions. Du coup, on va essayer de répondre aux questions. Hop, voilà. Alors, il y a une des questions, c'est quelle est la deadline cette année pour faire la liasse fiscale? Alors, tout dépend de l'exercice comptable d'une entreprise. Si vous avez un exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre, la date limite, c'est à remettre avant le 15 mai de l'année suivante. Alors, il y a une autre question, notamment, est-ce que l'expert comptable peut suivre le plan de trésorerie? Il peut vous aider, mais ce n'est pas son rôle. Normalement, c'est au chef d'entreprise. En tous les cas, comme tout ce qui impacte le compte bancaire de l'entreprise, c'est au chef d'entreprise de s'en occuper. Il peut aider dans le sens où le chef d'entreprise, s'il est pressé par le temps, il est débordé par les activités, il ne sait plus si quel client l'a réglé ou pas, il peut demander au comptable, donne-moi un point de situation sur les créances clients. Et effectivement, le comptable va lui remettre, effectivement, ben voilà, on en est là. Mais généralement, en grosse majorité, le plan de trésorerie, c'est le chef d'entreprise qui s'en occupe. Il y a Farah qui demande est-ce qu'on peut tout déléguer à un expert comptable? Et si oui, combien ça coûte? Eh oui, plus on délègue à l'expert comptable, plus ça va coûter cher. Vous pouvez absolument tout déléguer. Un petit exemple, j'ai commencé, alors en parallèle de mes études, effectivement, un stage en comptabilité. J'ai vu des chefs d'entreprise ramener les papiers et documents de l'entreprise dans des sacs poubelles. Donc, imaginez que même le tri et le classement, c'était l'expert comptable. À cette époque, j'étais stagiaire, donc devinez sur qui c'est retombé, sur qui c'est retombé de classer et trier les papiers mis dans un sac poubelle. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit effectivement, je pense que la comptabilité, ça va pas être mon fort. Donc, oui, effectivement, on peut tout déléguer, moyennant finance. Plus on délègue, plus on paye. En termes de prix, ben, ça dépend. Vous avez c'est des fourchettes de prix différentes. Si vous êtes tout seul, une fourchette de prix de base convenable pour tout seul, pour voilà, à peu près 2 500 €, 3 000 € par an. Si vous avez des salariés, forcément, ça monte, puisqu'il faut faire des bulletins de salaire, etc. Alors, il y a Laetitia qui demande faire auditer les comptes et est-ce une obligation? Alors, c'est effectivement faire auditer les comptes, c'est-à-dire cette fameuse liasse fiscale. Oui, c'est une obligation pour toutes les entreprises, excepté une, la micro-entreprise, qui n'a pas à faire ça. Alors Mais justement, sinon, effectivement, tout le reste, les autres entreprises sont obligées de faire la liasse fiscale. justement, quelles sont les particularités pour les micro-entreprises? Alors, pour la particularité, l'administration fiscale demande au chef d'entreprise que de tenir à jour un document, ça peut être un cahier, ça peut être sur format Excel,
Donc, c'est un livret qui va retracer les recettes encaissées, le chiffre d'affaires encaissé, de manière chronologique. Et pareil, les dépenses professionnelles. Dans les dépenses professionnelles, notamment les achats de marchandises ou de matières premières. Donc ça, c'est quelque chose que fait le chef d'entreprise de manière interne, soit sur un cahier, soit sur ordinateur, s'il est plus à l'aise sur ordinateur. Attention, ceci dit, si jamais le micro-entrepreneur subit un contrôle fiscal, c'est la première des choses, c'est le premier document que demande le contrôleur fiscal. Alors, il y a une question qui revient sur quelle ligne de ma déclaration d'impôt dois-je déclarer les loyers perçus au titre d'une location meublée? C'est précis. Ouais. Alors, attention, les loyers perçus, vous avez dit les loyers perçus, donc ça veut dire que c'est une vente en fait. Vous êtes peut-être un meublé de tourisme ou chambre d'hôte, etc. Et en fait, si vous me dites les loyers perçus, pas les loyers dépensés, mais les loyers perçus, pour moi, c'est une vente, c'est une prestation de service. Donc, ça va rentrer sur le compte comptable 700 dans la partie des produits à la ligne, à la case prestation de service. Alors, il y a Jessica qui demande, est-ce que le service des impôts reste compréhensible en cas d'erreur lors de la première année de la création d'entreprise? Tout à fait, tout à fait. Vous avez droit, j'allais dire, on tient compte des erreurs et généralement, c'est 1 an. Comme pour le particulier, s'il y a une erreur, on peut remonter à 1 an en arrière, effectivement, en disant après coup, je me suis trompé ou l'expert comptable s'est trompé. Effectivement, oui, il y a le droit à l'erreur, bien sûr. Et Est-ce donc, de toute façon, pas que pour la première année, c'est tout le temps. Il y a toujours le droit à l'erreur et de rectifier effectivement les choses. Alors, est-ce que l'expert comptable intervient toute l'année ou uniquement à la fin de l'année et est-ce que son action est confidentielle? Alors, imaginez l'expert comptable comme étant le médecin traitant de l'entreprise. C'est à ce point-là la relation. Et donc, du coup, pour votre bien en tant que chef d'entreprise, il vaut mieux qu'il intervienne régulièrement. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par régulièrement? Ça, effectivement, c'est au moment de la signature du contrat d'intervention avec l'expert comptable, c'est vous en tant que chef d'entreprise qui décidez de la régularité des interventions. Est-ce que vous allez transmettre les opérations tous les mois? Est-ce que vous allez le faire tous les trimestres? C'est vous qui vous organisez. On évite que l'expert comptable intervienne qu'une fois dans l'année. Pourquoi? Si jamais vous avez un contrôle fiscal, la comptabilité doit être à jour. Et au moment du contrôle, vous ne pouvez pas décemment dire à l'inspecteur du fisc: ah ouais, non, mais en fait, comme la comptabilité, moi, ça ne m'intéresse pas et les chiffres, donc j'ai demandé à l'expert comptable d'intervenir qu'une fois. Ah bah ouais, c'est pas de chance, hein, là, vous tombez, je suis pas prêt. Non, c'est pas possible. La comptabilité doit être à jour en permanence. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose, des interventions et des transmissions en tous les cas de documents de manière régulière. Alors, est-ce qu'il existe des experts comptables qui donnent des conseils gratuits? Des conseils gratuits. Ah, c'est quelque chose qu'il faut négocier. Généralement, le conseil, ça se paye. Mais c'est quelque chose qui peut être négocié lors du contrat. En tous les cas, ceci dit, vous avez aussi la possibilité, ou notamment au moment de la création de votre entreprise, vous avez la possibilité sur le site Business Stories. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait peut-être le trouver. Business Stories, vous avez la possibilité d'avoir 3 rendez-vous gratuits avec les experts comptables. Mais ça, c'est uniquement en phase de création, en phase de création d'entreprise. Est-ce qu'on peut se passer d'un expert comptable? C'est possible, on peut s'en passer à condition de maîtriser la comptabilité. Ça veut dire que tout le travail, comme je vous ai dit, de retranscrire les factures, les bulletins de salaire en langage comptable, c'est au chef d'entreprise que ça revient. Toujours Du coup, vous est-il avez que plutôt si on est une intérêt. entreprise normale, société hors micro, en fait, il y a cette obligation fiscale de fournir à la fin de l'année fiscale le bilan, le compte de résultat. Et attention, il faut maîtriser la comptabilité. Si vous ne faites n'importe quoi, vous donnez à l'administration fiscale un bilan et un compte de résultat erroné, vous biaisez les impôts, c'est le meilleur moyen pour que l'administration fiscale vous contrôle.
Est-ce que je peux demander à mon expert comptable de faire mon prévisionnel financier, voire mon business plan? Oui, c'est possible. Alors, bien entendu, moyennant paiement, forcément. Ceci dit, il y a quand même une marge de manœuvre, une possibilité de négocier, notamment l'expert comptable, son but, c'est de vous avoir comme client par la suite. Donc, il peut effectivement accepter de faire un geste à titre commercial sur votre prévisionnel ou les formalités de création de votre entreprise. Il peut vous faire un prix, en fait. Mais est-ce qu'il vaut mieux faire son business plan soi-même? Il vaut mieux faire son business plan soi-même. De toute façon, l'expert comptable ne peut pas travailler sans les éléments fournis par l'individu. C'est pas son travail. Lui, il les met en forme, il met les données chiffrées au bon endroit, mais les données chiffrées elles-mêmes appartiennent au futur créateur, au chef d'entreprise. Est-ce qu'il vaut mieux un expert comptable que d'avoir un centre de gestion plus comptable, plus expert, plus comptable? Coût moins Ah, ça élevé fait car moins élevé, hein, quand même. d'intermédiaires. Oui, oui, ça fait élever, moi, voilà. Non, en fait, effectivement, distinction, je vous l'ai dit, entre comptable, expert comptable. L'expert comptable est habilité effectivement à auditer les comptes. Quand il remet cette fameuse liasse fiscale, il remet cette liasse fiscale avec effectivement, généralement, un petit laïus suivant en disant: «Voilà, j'ai, contrôlé, le chef d'entreprise m'a remis, comme il fallait, ce qu'il fallait, j'allais dire tous les documents et cetera». Il engage quelque part un petit peu sa responsabilité. Le comptable, non. Lui, le comptable ne fait que la saisie d'écriture. C'est pour ça que j'ai vu une question. Oui, dans un cabinet comptable, vous avez les collaborateurs comptables, en fait, qui font la saisie d'écriture. Par contre, à un plus haut niveau, l'expert comptable, c'est là où on a besoin, il va conseiller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien gentil de payer les impôts, mais à un moment donné, le chef d'entreprise peut se dire, bah, je paye beaucoup trop d'impôts. Comment je peux faire pour en payer moins? Et c'est là que le conseil, et c'est là l'utilité de l'expert comptable, c'est à ce niveau-là, au niveau du conseil, pour dire, bon, ben voilà, première année, OK, deuxième année, OK, on a fait comme ci, comme ça. Maintenant, troisième année, ce serait peut-être bien de faire ci ou ça, ben, histoire de mieux arbitrer, de mieux gérer l'argent. Avec effectivement, qu'est-ce qu'on laisse pour l'entreprise et au travers de l'entreprise, le chef d'entreprise, et qu'est-ce qu'on est prêt à consentir à payer en termes d'impôts pour l'administration fiscale. Super, merci beaucoup Vanessa. Alors j'ai l'impression que ton intervention a beaucoup plu. Est-ce que tu peux nous montrer éventuellement la slide des Oui, bien sûr, formations qui sont en rapport avec la comptabilité? exactement. Donc, voici, hop, la slide, je vais la mettre en grand. Donc, vous allez pouvoir retrouver, voilà, vous allez pouvoir retrouver effectivement plus en amont nos formations sur la gestion des ressources financières. Il y a un parcours de 16 jours subdivisé en sous-modules. Ben voilà, la comptabilité de base pour 4 jours, analyser pour mieux gérer, enfin analyse financière pour mieux gérer son entreprise, etc. On l'a aussi en version e-learning et vous avez aussi des accompagnements à titre individuel sur mesure. Et donc Vanessa est une formatrice interne chez Creactive, donc vous la retrouverez parmi toutes ces formations ou même en accompagnement également. Exactement.